actuelle avec dans le grand oral des GG Benoît Hamon, tête de liste de Génération aux élections européennes. Les Européens, on continue d'en parler. Jacques Maillot. Bon, comment vous allez financer votre campagne pour les élections européennes? Et là, comme c'est parti, vous êtes un ancien parlementaire européen, vous l'avez rappelé, vous n'allez pas faire les 5%. Donc, non, mais vous verrez. Ah non, mais on prend le pari. Si vous me faites un don à ma campagne, je vous le rembourserai avec plaisir. En plus, ce que je fais, pourquoi à la limite, pourquoi non, mais là, on va pas le mettre sur ce terrain-là. Non, mais pourquoi est-ce que je pense que comment vous financez? Là, exclusivement par don, puisqu'en fait. Alors, c'est un appel, profitez-en. Ah on le fait tout le temps et j'appelle. Comme Mélenchon, comme le Rassemblement national. Ils vont faire un emprunt carrément avec des montants qu'ils vont rembourser après. Nous, on fait un appel au don. C'est un vrai sujet aujourd'hui, l'accès. Vous avez chiffré votre campagne? On sera au maximum, je pense, autour d'1 500 000 € maximum. Ah oui, c'est beaucoup moins que les européennes. Qu'est-ce que vous avez claqué aux européennes? Non, présidentielles, pardon. Et encore, quand je dis 1 500 000, en fait, les bulletins de vote sur les tables, c'est 400 000 €. Faut qu'on paye. Pour qu'il y ait un bulletin de vote, pour que vous puissiez voter pour nous, il faut déjà qu'on mette 400 000 €. Ensuite, vous mettez les affiches, les tracts, les professions de foi. Tout ça, ça monte très vite. La réalité, l'essentiel, ce sont des frais d'impression. Donc, incontestablement, dès lors que les banques ne prêtent plus ou prêtent qu'aux très gros. Pourquoi? Je ne sais pas. Au fond, la prise de risque n'est pas énorme. Elles exigent aujourd'hui des contreparties. Pour ce qui me concerne, ils nous ont demandé que j'hypothèque mes propres biens. Monsieur Hamon, il faut faire au moins 3%. Oui, il faut faire 3% pour être remboursé. Mais elles vous demandent, oui, de vous engager personnellement. Ce qui est très compliqué. Pourquoi? Parce que, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est ma femme autant que moi. Donc elle vous hypothéquez vos biens. Non, mais moi je peux pas. C'est impossible. Mais c'est ce qu'ils demandent. Et en fait, ça veut dire que ceux qui peuvent désormais emprunter sont ceux qui sont adossés à des gens qui ont du patrimoine, qui acceptent d'être garants. Et objectivement, ça met en situation difficile beaucoup de mouvements politiques. Donc il va falloir réfléchir à la façon dont on finance différemment la vie politique. Mais en même temps, je vais vous le dire très tranquillement, toutes ces banques-là, qui faisait le siège de mon bureau quand j'étais parlementaire ou européen ou national, qu'on a sauvé à de multiples reprises et qui derrière visse et serre la corde à tout le monde, d'abord aux Français en général et en l'occurrence aux partis politiques pour ne pas financer la démocratie. Et la démocratie, ça a un coût, ça a un prix. Bon, moi je saurais m'en souvenir. Mais c'est dit. Ah oui, mais c'est dit, mais je peux le dire 2 ou 3 fois. Mais de quelle manière? Non, mais je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple de lobbying des banques. Alors, vous voulez savoir comment ça marche un lobby? J'étais ministre de la Consommation. Un jour, ministre de la Consommation, on se dit, on voulait faciliter le crédit à la consommation au sens où on changeait ce qu'on appelait la charge de la preuve. Quand vous êtes surendetté aujourd'hui, les banques qui vous ont vendu beaucoup de crédits à la consommation alors qu'elles n'auraient pas dû le faire, celles-là se voient remboursées par la Banque de France et on les rembourse en premier. Par contre, on met tout le fardeau sur les épaules de celui qui a fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 crédits à la consommation. Donc on voulait changer ça, on voulait faire un registre du crédit. Elles ne le voulaient pas, elles se sont battues et elles ont obtenu, grâce à un lobbying, non pas que ma loi change, mais une invalidation au Conseil constitutionnel. Mais après, j'ai proposé autre chose. J'ai dit, écoutez, on voulait, les banques adorent la concurrence. Si on faisait pour les numéros de compte, pour qu'on puisse passer plus facilement d'une banque à une autre, la même chose que pour le téléphone. Vous pouvez changer de compagnie de téléphone sans changer de numéro de téléphone. La portabilité du numéro de compte, ça aurait été beaucoup plus facile de passer d'une banque verte à une banque rouge et noire ou une banque, etc., bleue. Qui, évidemment, s'est opposé à ça? Les banques, parce qu'ils adorent la concurrence, ils adorent mettre la pression sur tout le monde, mais pas pour eux. Et la réalité, c'est que j'avais inscrit ce projet-là dans mon projet de loi, j'avais résisté au lobbying, mais une fois que j'ai cessé d'être ministre de la Consommation, ils ont eu raison de la volonté politique, puisque mes successeurs ont évidemment enterré ce projet. Donc, voilà, moi je vais vous dire, les banques... Et si elles ne vous prêtent pas, c'est parce qu'elles... Forcément, elles estiment que vous êtes trop petit dans ce que vous mais elles ne prêtent pas oui, à la France Insoumise, elles ne prêtent pas aux Républicains, semble-t-il. Elle a du mal à vous considérer, mais on en revient un petit peu à votre positionnement. Vous êtes un petit peu comme le jambon dans le sandwich, avec d'un côté donc la tranche de pain Mélenchon, et de l'autre, et on n'en a pas encore parlé... Et c'est le meilleur quand même, le jambon. Parce qu'entre 2 bouts de pain blanc, à la limite, il y a 2-3 cornichons. Mais et de l'autre côté... le nouveau venu, on n'en a pas parlé, Raphaël Glucksmann et son parti. On a parlé des places publiques avec Olivier Faure. Voilà, on Parti a parlé socialiste, votre ancienne famille. avec Mélenchon, mais de ce côté-là, aucun point commun.
Vous sauriez, c'est vrai que vous ne prenez pas très au sérieux cette candidature? Non, je prends au sérieux tout le monde. Vraiment, en plus, je veux pas... Vous avez dit c'est les enfants du vide. Mais, écoutez, j'ai la chance, peut-être, d'avoir désormais vécu une expérience personnelle avec l'élection présidentielle qui m'a tanné le cuir. J'en ai tiré comme conclusion qu'il fallait que je quitte la formation politique à laquelle j'avais appartenu, non pas par infidélité à ses militants, parce qu'à un moment, quand les gens vous soutiennent plus, les dirigeants, il faut quand même en tirer les conséquences. Vous auriez pu la prendre en main, cette famille politique. Oui, mais le candidat. Mon honnêteté Oui. commandait de dire que ça n'était plus possible. Ça n'était pas possible pour moi, ça n'était pas possible pour eux. Vaut mieux se séparer dans ces cas-là. Vous auriez pu être le nouveau François Mitterrand. Oui, mais François Mitterrand, il est passé par la Convention des institutions républicaines, pas par la SFIO, si vous savez, vous en souvenir. Je m'en souviens très bien. Donc, voilà. Donc, moi, je considère aujourd'hui, je me sens libre, ce que je n'ai jamais finalement été totalement dans la vie politique auparavant. Je me sens totalement libre. Et cette liberté, j'entends bien la faire connaître, la faire savoir au moment des élections européennes. En vérité, dans ces élections européennes à gauche, si vous voulez faire le choix naturel de la gauche, c'est ce que nous allons proposer, le choix naturel. Vous savez, un commentateur de foot que vous connaissez bien, et qui était même sur RMC, Larquet, à un moment, quand il parlait d'une bonne défense, il disait, si mes souvenirs sont bons, ça c'est sécurité sociale. Vous vous souvenez quand il disait ça? En gros, vous aviez Lopez comme stopper à Saint-Etienne, c'était sécurité sociale. Nous, la gauche et l'écologie politique qu'on incarne, c'est la sécurité sociale. Il n'y a pas de doute sur le fait que c'est la gauche. Moi, je ne m'allierai pas avec la droite, non pas parce que je méprise la droite, mais parce que je pense que s'allier avec la droite au Parlement européen nous détourne des objectifs, en tout cas de ce qu'on défend dans une campagne. Je ne crois pas à cette écologie politique qui dirait un jour on est avec la droite, un jour on est avec la gauche, et à la fin on y arrivera un peu mieux. Ça ne marche pas non plus comme ça. Bon, c'est cette clarté que j'assume. Il n'est pas venu chez vous, Pascal Canfin, il est allé à La République En Marche, Pascal Canfin. Bah oui, parce qu'il y a une OPA de Macron sur les Verts, avec Pascal Durand, avec Canfin, grâce à Cohn-Bendit, et bon, oui, il y a une... Bah oui, mais c'est pas vers vous qu'on va. C'est pas vers vous qu'on va. Mais c'est un problème pour qui? Pour moi ou pour Canfin? Ou pour l'écologie, à votre avis? Pour vous, mais quel est le plus écolo des deux? Ils sortiront peut-être en tête. S'ils sortent en tête, ils auront des alliances. D'accord, mais quel est le plus écolo des deux? Objectivement, aujourd'hui on a la réponse, et ça n'est pas Canfin. Simplement, vous n'avez pas répondu à la question de Daniel sur la place publique. Raphaël Glucksmann. Non, mais Glucksmann et le Parti Socialiste, ça vous fait quoi? Je trouve que... je l'attendais pas là. Je les attendais, en tout cas, et Olivier Faure. Olivier, c'est plutôt bien joué, on va dire. On peut lui reconnaître. En plus, on se connaît bien. On a grandi. Vous étiez dans les clubs forum en 1986. On a étudié ensemble. C'est foutu, c'est mort. Je pense que la social-démocratie, c'est fini tel qu'on l'a connue. Ce qui ne veut pas dire que la gauche ne va pas se régénérer, mais la social-démocratie telle qu'on l'a connue, qui s'allie avec la droite au Parlement européen, il faut quand même nommer les choses. Bon, ça, c'est terminé. Parce qu'on l'a vu, il n'y a pas grand-chose à attendre pour un travailleur, pour un ouvrier, pour un étudiant, pour un chômeur, de cette politique-là. C'est-à-dire de dire vive l'Europe sociale et puis derrière de s'allier avec la droite. Ça ne marche pas. Honnêtement, le deal ne fonctionne pas. Donc c'est la raison pour laquelle... On nous a vendu pendant des années que la social-démocratie c'était l'issue pour l'Europe, que c'était parti dominant. Mais elle l'a été. Ce qui explique notre glissement à gauche. Non, mais elle l'a été. La tendance européenne, ça ne va plus vers la social-démocratie, ça ne va pas vers la gauche, ça va vers les mouvements nationalistes aujourd'hui. Indiscutablement. C'est qu'en clair, vous avez les libéraux qui disent allez, on continue l'Europe telle qu'elle existe, c'est-à-dire qu'on continue la mise en concurrence des systèmes de protection sociale, des systèmes fiscaux, on continue les politiques d'austérité, le recul des services publics. C'est l'Europe que l'on veut, et on continue des traités de libre-échange qui nous amènent aujourd'hui à aller importer des produits dont on n'a absolument pas besoin, fabriqués dans des conditions lamentables, sans même leur imposer une fiscalité écologique sur le fait qu'ils viennent chez nous. Et puis, en face de ça... C'est les progressistes, c'est Macron, c'est ce que vous venez de décrire? Oui, qui n'est pas progressiste, parce que c'est le camp libéral et conservateur. Et en face, vous avez les nationalistes qui disent, écoutez, nous on pense que l'Europe ça n'a jamais été bon, que la coopération entre les peuples c'est absurde, donc on reprend nos billes, et plus vite on les reprend, mieux c'est. La question est, et c'est là où Macron a une responsabilité, il fait courir un grave risque à la démocratie européenne, en désignant comme seul adversaire Le Pen et les nationalistes, et en refusant qu'on ait le débat sur le fait qu'on peut faire différemment en Europe. Moi, je choisis l'Europe. Je suis un Européen, mais convaincu. C'est d'ailleurs, je suis membre d'un parti transnational européen. C'est le seul, le Printemps européen, où nous sommes une liste, qui est celle d'un parti européen. Ce qui j'ai déjà respecté l'élection en tant que telle. Eh bien, le fait que ce projet-là
ne soit pas choisi d'ailleurs par Macron comme son véritable adversaire, parce que c'est vrai qu'on ferait différemment. On ferait différemment sur les services publics, on ferait différemment sur les traités de libre-échange. Il fait courir un risque à l'Europe. Parce que si un jour, pour dire non aux politiques d'austérité, on choisit les nationalistes, on n'aura plus l'Europe du tout. Benoît Hamon, vous êtes suffisamment fin analyse du paysage politique pour ne pas voir quand même que la poussée aujourd'hui, elle est nationaliste, qu'à la présidentielle, vous avez fait 6% et qu'au deuxième tour, c'était Marine Le Pen qui était là. Donc il y a quand même aujourd'hui une certaine fibre qui vibre aujourd'hui dans les peuples. C'est la colère, c'est le refus d'une certaine classe politique, c'est le refus de certaines idéologies, et peut-être que ce retour de l'autre côté des frontières d'une certaine manière, c'est un air du temps. Pour faire quoi? C'est pas en brandissant les années 30. Mais moi je le fais pas. C'est Macron qui le fait. Moi je dis simplement, d'accord, on rapatrie le pouvoir à l'intérieur des frontières et on fait comment sur le dérèglement climatique? On espère que ce qu'on fera chez nous, à supposer qu'on le fasse, parce que la plupart des climato-sceptiques sont chez les nationalistes, Trump, Bolsonaro, etc. Et donc, on va rapatrier dans les frontières de la France ce qui serait nécessaire de faire pour lutter contre le dérèglement climatique. Mais alors là, c'est pipeau surtout au niveau économique. À l'intérieur, on essaye de régler les problèmes. On prend dans la poche du riche. Mais Daniel Riolo, moi, tout. Et puis, d'abord, il faut en prendre. Sinon, on n'y arrivera pas. Européen, tout ça est pas possible. C'est comme le débat qu'on avait au début de l'émission sur le parachute doré d'Enders. On disait après il va se barrer là. Maintenant c'est pas vrai qu'ils se barrent les mecs et tout. Il n'y a pas de concurrence européenne. Alors au niveau économique on rapatrie tout, on essaye de faire que des changements. C'est ce que vend Mélenchon. Au niveau français, on va prendre là, on va mettre beaucoup plus d'impôts là et personne va partir parce que vous observerez que ce n'est pas ma proposition. Non. C'est pour ça que j'entends votre raisonnement. Mais moi je ne défends pas ça. Mais moi le discours de gauche il est par exemple de dire si vous voulez qu'on se protège, il faut faire ce qu'on appelle un ajustement carbone, non pas aux frontières de la France avec l'Allemagne, mais aux frontières de l'Europe. Vous achetez un morceau d'acier en Chine, vous lui appliquez une fiscalité qui est liée aux conditions dans lesquelles il est produit, au trajet qu'il a fait et à son impact sur le dérèglement climatique. Mais il y a la compétitivité derrière aussi. Et alors, on protège notre industrie. Comment est-ce qu'on répercute Moi j'étais à Florange, je vais leur dire quoi aux gens de Florange si on fait pas ça? Il n'y aura plus la production d'un seul pain d'acier en Europe et en France si on continue comme ça. C'est pour ça que l'idée de la protection aux frontières, elle fait sens. Mais si j'allais au bout, d'ailleurs, je vais vous dire ce que je vais défendre, moi, aux européennes. Vous avez l'impression qu'elles vont bien, les libertés en Europe? J'étais en Pologne. Le droit des femmes à disposer de leur corps, il n'existe pas. Et ces libertés, elles sont menacées, notamment pour l'avortement, dans plusieurs pays européens. Je reviens de Catalogne, je visite qui? Des dirigeants politiques. Non, je n'étais pas en Catalogne, j'étais en Espagne, à Madrid. Mais pour visiter les prisonniers politiques catalans, ils ont fait quoi? Ils ont appelé au meurtre? Ils ont appelé à prendre les armes? Ils ont appelé à des manifestations violentes? Ils ont manifesté violemment? Non. Ils ont organisé un vote. Et on voit quoi? Que les libertés politiques sont menacées. J'irai en Hongrie. Non, mais elle ne s'engage pas, la gauche. Moi, j'en ai marre de la gauche qui est championne pour signer des pétitions à Paris, mais qu'on voit nulle part ailleurs. Donc je serai en Hongrie sur la liberté de la presse. Et je vais plus loin. Est-ce que les libertés sont menacées partout ailleurs, mais pas chez nous? La loi anti-casseurs, c'est une atteinte fondamentale au droit de manifester, quoi qu'on en dise. Allez-vous me dire... On peut ne pas être d'accord avec ça. On a le droit de pas être d'accord, mais moi je vous le démontre. Et je vous le démontre quand tous les grands spécialistes des droits de l'homme vous pointent les conséquences de ce texte. Si demain Le Pen arrive au pouvoir, elle n'a même pas besoin de changer la loi pour m'empêcher de manifester. Un préfet pourra m'empêcher de manifester. Moi, je ne dis pas aujourd'hui que l'utilisation de cette loi par ce pouvoir-là, m'empêchera de manifester. C'est pas moi qui suis visé. Mais fondamentalement, j'y vois une atteinte. Comment on arrête les Black Blocs? Mais comment on arrête les Black Blocs? Vous blaguez ou quoi? Les Black Blocs, en fait, avant, les dispositifs, ils existent. On n'a pas besoin de mettre en place une mesure comme celle-là pour permettre aux forces de l'ordre d'agir, à la justice. Les dispositifs le dispositif aujourd'hui, c'est que la justice administre, en gros, un préfet, sur simple instruction, peut décider. C'est pas un juge. C'est vrai. C'est la fin de la séparation des pouvoirs. C'est le politique qui décide. Vous croyez que les préfets, ils agissent comme ça, sur ordre politique? Donc moi, ça me pose problème. Parce que je vous le dis, peut-être que je ne suis pas visé aujourd'hui, mais demain, on change de pouvoir, c'est moi à qui un préfet dira « Monsieur Hamon, vous n'avez pas le droit de manifester ». Donc ça, c'est pas possible. Donc, oui, il y a un enjeu de liberté. Et quand on commence, nous, à rogner sur les libertés, tous, les uns les autres, c'est inquiétant. J'observe que c'est les libéraux qui rognent sur les libertés publiques. Ils adorent la liberté des capitaux, un peu moins la liberté des hommes, manifestement. Un dernier mot. Je prends des vrais libéraux aussi. Un dernier mot, Benoît Hamon. Vous avez raison. François Hollande qui dit que ça va mal finir, qui prédit l'arrivée du Rassemblement national, qui dit qu'il l'ultra-socialiste, s'il y en a encore un de parti.
Vous lui dites quoi, François Hollande, qui prend beaucoup la parole en ce moment? Nostradamus, quoi. Je prédis, je suis devin, je sais pas, moi, écoutez, si on veut pas qu'il y ait l'extrême droite, faut se bagarrer. Faut aller et moi c'est ce que j'essaye de faire. Tout le monde me dit mais Hamon, pourquoi vous insistez? Tout le monde se bagarre. Mais ça n'empêche pas de défendre. Vraiment, moi j'y crois fondamentalement. Mais François Hollande, bon bah écoutez, il utilise sa voix pour parler. Je comprends pas ce qu'il veut. Il utilise sa voix pour parler. Non mais voilà, je sais du pas bruit trop. quoi. Enfin, avec la bouche, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non mais je respecte tout le monde, mais je comprends pas bien. Il va être candidat à Tulle pour commencer. Non mais il va revenir. Il va revenir. Comme tous les anciens présidents de la République. Vous n'avez pas un conseil à lui donner? Aucun, non. Ce qui serait Merci. Bien, attends, un dernier mot. Ce qui serait bien aussi parfois, c'est que la gauche ne se caricature pas tout le temps. Est-ce que vous regrettez votre tweet Justice pour Ange, où vous réagissez à 2000 à l'heure pour condamner la police qui est forcément coupable et le délinquant forcément innocent, alors qu'on apprend dans alors vous m'avez mal lu. J'ai dit qu'il y avait eu une garde à vue. Là-dessus, je me suis trompé. Dont acte. Mais j'ai dit quoi? C'est que quand il y a 48 heures, en l'occurrence, j'ai réagi à l'émotion de la famille, il est assez légitime qu'on se pose la question de savoir ce qui s'est passé. On ne peut pas attendre un petit peu, parce que quand on sait le dossier du gars... Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours attendre pour eux, pour un gamin dans cette situation-là? Ah oui, mais moi je vais vous dire. En l'occurrence, mais moi j'observe que il se trouve que cette personne, elle a un casier méga chargé. Il y a plein de gens qui ont des casiers, mais moi il y a des gens qui ont des casiers, et en politique et sur votre plateau, il y en a parfois qui ont un casier bien chargé, qui parlent à ces micros. Mais moi je suis pas anti-policier. Je les ai défendus. Rappelez-vous, pendant la campagne présidentielle, je prenais une augmentation des salaires des policiers. Mais là, en l'occurrence, non, je regrette pas ce que j'ai dit. Je regrette pas d'avoir pris la parole parce qu'il me semblait qu'il était légitime de la part de la famille qu'elle sache ce qui s'était passé. Merci Benoît Hamon, tête de l'e-Génération aux élections européennes. Bonne campagne à vous. Merci d'être passé par le grand oral des GG, Benoît Hamon. Vous allez laisser la place parce que c'est l'heure du GG, vous, s'il vous plaît. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Et c'est un GG, vous, dans le public. Harris, étudiant en journalisme, il est du côté de Valence. Mon cher Harris, je vous en prie. Bienvenue. Bonjour à tous. C'est le débat sur les supporters, sur les chants homophobes. Est-ce qu'il faut arrêter les matchs ou pas? Du coup, on a parlé des supporters, de leurs travers, de leurs défauts. On réécoute Fatima Ibounoua, vous en parle avec elle. Éducation à fond. Sanctions lorsque si tu fais l'éducation en amont, mais qu'ensuite tu vas au stade et que tu l'autorises au stade, c'est là où ça tient pas la route. Poudre de perlimpinpin, de faire croire qu'on va arrêter un match quand il y aura un chant homophobe, parce qu'il faudra prouver qu'il était homophobe, et très souvent c'est des formules, et parce que ça sera difficile à mettre en place. C'était animé, mon cher Harris. Fatima vous écoute. Exactement. Donc pour moi, il est impossible d'éduquer les supporters. D'accord. Donc déjà, les supporters dans un stade, on va prendre un stade de 50 000 personnes. Les personnes qui chantent et qui ont ces propos homophobes, ce sont les groupes ultras qui sont au virage. Donc c'est une minorité. Dans un stade, ce sont des grandes personnes. Okay, donc ils ont une conscience, ils savent la portée de leurs propos, sachant qu'ils sont regardés par des millions de téléspectateurs. Donc c'est à eux de faire ce travail-là. Ensuite, je comprends tout à fait le propos de Fatima, parce qu'elle s'indignait sur le fait que la présidente de la Ligue dise que c'est du folklore. Ouais. Mais elle dit ça parce qu'elle défend son pain. Parce que le foot, c'est plus du foot populaire. Maintenant, c'est du foot business. Donc les clubs sont gérés comme des entreprises. La Ligue est là pour revaloriser ses droits TV. La Ligue 1 maintenant passe à 1 milliard d'euros. Donc elle a besoin de ces supporters-là pour ces ambiances-là, pour que les investisseurs investissent dans ce championnat, et voilà, pour avoir de revenus suffisants. L'éducation sera toujours moins forte que le business, c'est ce que vous dites, quoi. Alors Fatima. Alors moi je ne parlais pas d'éduquer les supporters ou d'éduquer les ultras. Moi je disais, en règle générale, le changement qu'on veut voir dans le stade, c'est un changement qu'on doit voir dans la société. Parce que une expression, maintenant on pourrait plus. Tout à l'heure Alain comparait en disant nègre, dire nègre à quelqu'un. Mais immédiatement, pour nous tous, il n'y a aucun doute que nègre, si je dis à quelqu'un qui est noir, sale nègre, il n'y a aucun doute. Quand je dis ce PD, non pas que l'homophobe, non pas qu'on dit que l'homophobie est moins grave que le racisme, mais
on va entendre des gens qui vont dire mais non, mais j'ai dit PD, mais il est même pas PD, c'est une expression, ça veut dire, alors que nègre, on peut pas dire c'est une expression. Si, tu l'entends également, on l'entend également, oui, mais j'ai dit ça, mais c'est arrivé d'ailleurs en Espagne, c'était en Argentine, autour de matchs de foot, tu dis oui, mais nègre, c'est une insulte comme ça. Mais si, ça s'entend aussi, si tu vas par là, ça s'entend aussi. Mais c'est moins reçu et la société va moins l'entendre. Et moi, je pense que la société, elle évolue aussi avec l'éducation, mais vraiment en amont. Après, là où vous avez raison, c'est distinguer les ultras et les supporters, et distinguer ce petit groupe-là, on l'a pas assez fait. Et c'est vrai qu'entre les supporters de Lyon et c'est les Bad Gun, bon, voilà, les Bad Gun qui avaient fait ces chants-là, c'est très différent aussi. On peut prendre un exemple, par exemple, les ultras du Paris Saint-Germain, bannis pendant de nombreuses années. Là, ils commencent à revenir depuis 2016. C'est pas pour autant que les insultes s'arrêtent. Lors du dernier Classico, ils ont fait une petite grève qui a duré 15 minutes. La première chose qu'ils ont fait, ils ont insulté les Marseillais. Oui, mais ils seront bannis à nouveau. Supporters de l'OM, qu'il faut rien faire. Harris, non. c'est supporter de l'OM. Non, pas forcément. Mais c'est pour ça que vous sentiez. Non. Après, ce que je veux dire, c'est qu'on peut mettre des huis clos partiels. Mais pour le spectacle, c'est pas bon. Quand on regarde à la télé, c'est pas bon. Il y a aucun enjeu. Merci Harris. Tenez, un t-shirt DGG pour vous, mon cher Harris. Suite du GG, vous dans un instant, direct sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.